Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre journal. Bienvenue à tous. Au sommaire de cette édition, les anciens ministres appelés à restituer les biens de l'État et de libérer les résidences ministérielles dans un délai de 72 heures à compter d'aujourd'hui. Plus de précisions dans un instant. Et dans l'affaire de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara et ses 12 compagnons, le procureur a requis 30 ans de prison ferme pour Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafando et 20 ans pour Gilbert Diendéré. Ce sont là, entre autres, les peines requises par le procureur militaire ce matin dans le procès Thomas Sankara. Vous aurez les détails dans ce journal. Hors de chez nous, au Mali, le Premier ministre Choguel Maïga affirme que le Mali n'est et ne sera jamais en affrontement avec la communauté internationale, mais prend ses responsabilités pour assurer et restaurer la sécurité et la dignité du peuple malien. Une fois de plus, bonsoir et merci de choisir Savane TV pour vous informer. Nous ouvrons ce journal avec ce communiqué du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR. Le président du FASO, Paul-Henri Damiba, invite les membres du dernier gouvernement de Roch Kaboré à libérer les résidences ministérielles et à remettre les véhicules mis à leur disposition au parc automobile de l'État. Le chef de l'État appelle aussi les membres de l'ex-gouvernement à restituer tout autre matériel et équipement mis à leur disposition dans le cadre du travail. Les anciens ministres disposent d'un délai de 72 heures à compter de ce 8 février 2022. Et nous poursuivons avec le procès de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Le parquet militaire a requis 30 ans de prison ferme contre Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafando et 20 ans de prison ferme contre Gilbert Diendéré. Suivons ces réquisitions du procureur militaire avec Stéphane Sanou. Le parquet militaire estime que Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafando, tous absents, sont coupables des faits qui leur sont reprochés. C'est pourquoi le parquet requiert contre eux 30 ans de prison ferme. Pour Gilbert Diendéré, le procureur militaire a requis 20 ans de prison ferme. Le parquet demande la même peine contre Bossobé Traoré, Nabonswende Ouedraogo et Idrissa Sawadgo. Ces derniers étaient membres supposés du commando du 15 octobre qui a mis fin à la révolution burkinabé. Autre peine requise par le parquet militaire à l'endroit d'autres accusés. 3 ans de prison ferme et une amende de 900 000 francs CFA contre Ninda Pascal Tondé et 11 ans de prison ferme contre Élisée Ilboudo, chauffeur présumé du commando du 15 octobre. La surprise demeure la réquisition à l'encontre de Jean-Pierre Palme. Le procureur a requis 11 ans de prison avec sursis. Cette demande surprend effectivement Mariam Sankara et la partie civile qui s'en remettent désormais au tribunal pour un verdict raisonnable. À côté de ces réquisitions de condamnation, le parquet militaire demande l'acquittement des 2 médecins accusés de faux en écriture, Alidou Djebré et Amadou Kafando, sur la base de l'argument de la prescription. Ces derniers avaient fourni des certificats de décès de Thomas Sankara et de ses camarades. Thibaut Ouedraogo, Albert Belemdiliga, Diakala Démé doivent être également acquittés selon le parquet militaire. En attendant la décision finale du tribunal, l'audience est suspendue. Elle reprendra le 1er mars prochain avec les plaidoiries des avocats de la défense. À son arrivée au pouvoir le 24 janvier dernier, le MPSR s'est donné pour mission de restaurer l'intégralité du territoire et de réinstaller les déplacés internes dans leur village d'origine. Mais quel est l'état des lieux actuels de la lutte antiterroriste? 2 semaines après, Issa Oumar Atié nous propose sa lecture de la situation. Suivons. 24 janvier 2022, un coup d'État orchestré par le mouvement pour la sauvegarde et la restauration emporte le pouvoir du président Roch Christian Kaboré. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba s'installe. Comme raison avancée par les putschistes, l'incapacité du régime Kaboré à faire face à l'insécurité. Le même jour, l'armée burkinabé mène une opération offensive dans la province du Poni, dans le sud-ouest, contre des positions terroristes. Une opération qui permet de mettre hors d'état de nuire une dizaine de terroristes. Toujours le 24 janvier 2022, un convoi de l'armée burkinabé
heurte une mine sur l'axe Waïgouya et Tiou, occasionnant la mort de 4 soldats. Dans le Sahel, le 24 janvier, soit 5 jours après la prise de pouvoir par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, Tokabangou, un village situé dans la commune de Marcoy, reçoit la visite d'hommes armés. Des hommes armés qui ont eu en face d'eux des volontaires pour la défense de la patrie. Dans cet affrontement, un VDP dépose définitivement les armes. Le même jour, du 29 janvier de la même année, 3 policiers sont tués dans l'attaque du site aurifère de Wawego dans la commune de Bitou, dans la région du centre-est. Les nouvelles autorités réaménagent la hiérarchie militaire. Le 31 janvier, il est mis fin aux fonctions du général des brigades, Gilbert Ouedraogo, chef d'état-major général des armées, et à celle du directeur général de l'Agence nationale de renseignement, colonel-major François Ouedraogo, et son adjoint, colonel Franck-Olivier Nion. Des changements dont les impacts sont encore attendus sur le terrain. Le 3 février, 4 volontaires pour la défense de la patrie rangent définitivement les armes à la suite d'une attaque de leur poste à Bassalgo dans le San Matenga. Le jeudi 3 février est aussi sombre sur le site minier de Kayara dans la province du Namentenga dans le centre-nord. Des assaillants brûlent des hangars et tuent 2 civils et un VDP et emportent des matériels. Autant d'incidents, d'accidents et d'attaques qui s'ajoutent aux cris de détresse des populations de Djibo dans le Soum et de Titao dans le Lorum pour interpeller le nouveau pouvoir du MPSR. Autre sujet pour poursuivre, et cette fois-ci, nous allons à la rencontre de Awa Nakrou, aussi appelée la guérisseuse de Pa, une commune rurale située dans la province des Balé, région de la boucle du Mouhouna. Ces patients la présentent comme une guérisseuse de maladies incurables. Allons à sa rencontre dans ce reportage de Raymond Salif Zida de Savane Média Ouest. L'histoire de Dame Awa Nakrou ressemble à une intrigue romanesque. Tombée elle-même malade, alors qu'elle était encore sur les bancs, c'est à la recherche de soins à travers villes et campagnes qu'elle va découvrir le don de guérisseuse. C'est cette dame que nous avons rencontrée la semaine dernière dans la province de Balé, précisément dans la ville de Pa, sur l'axe Bobo-Ouaga. Je ne me sentais pas. On m'a pris à aller à Nagarengo. Il a dit que ce sont des ennemis, que je peux commencer à soigner les gens pour avoir la santé. C'est là que j'ai commencé mon travail. C'est une foule nombreuse qui a effectué le déplacement sur son site de guérison à Pa pour recevoir les bénédictions et les soins. Les séances de délivrance se suivent mais ne se ressemblent pas. Elles sont fonction des problèmes de santé et des préoccupations rencontrées. Ce sont les génies et puis les sorcières. Les sorcières, là, si tu commences, ils ne peuvent pas rester sur place. Leur corps, là, c'est comme du feu qui est leur corps. Là. C'est pour cela d'autres tombent. Les génies, si tu as génie seulement, dès qu'on commence, tu ne peux pas de ne pas crier. Quand il vient là, si je la soigne, tu vois que ça a fini. Si l'eau là les touche là, ils ne peuvent plus se lever la nuit pour faire quelque chose comme du mauvais. Selon ses disciples et ceux qui font appel à ses services, Dame Nakrou soigne toutes sortes de maladies et délivre ses patients, quel que soit le problème qu'on lui présente. En répondant à l'appel des âmes en détresse, la guérisseuse de Pa s'engage à œuvrer pour le bien-être des braves populations burkinabè et ceux qui en ont besoin. Les malades en attente de soins de délivrance n'attendront pas longtemps. La jeune élève devenue guérisseuse donne rendez-vous le 30 février pour d'autres séances. L'actualité hors de nos frontières, l'armée béninoise a repoussé dans la nuit de samedi un groupe armé qui a attaqué l'une de ses positions dans une zone frontalière du Burkina Faso. Selon les médias locaux, l'attaque s'est déroulée samedi vers 21h à Yangouli, dans le nord-est du pays. Des assaillants ont tenté de prendre pour cible l'une des positions de l'armée avant d'être mis en déroute par les forces de défense et de sécurité. Les assaillants ont pris la fuite face à la vive réaction de l'armée béninoise. Un corps sans vie d'un assaillant a été retrouvé après le ratissage effectué par les forces de défense et de sécurité selon des sources locales.
Et puis, le Premier ministre malien Choguel Maïga a échangé hier avec le corps diplomatique accrédité dans le pays. Au cours des échanges, le Premier ministre est revenu sur les points de désaccord entre les autorités maliennes de la transition et la CEDEAO. Je vous invite à suivre Choguel Maïga dans cet extrait. Ce qui nous oppose aujourd'hui à la CEDEAO, en ce moment, c'est la différence de grille de lecture de la transition politique en cours au Mali, notamment sur ses spécificités, sur ses défis et ses enjeux, qui la différencient de beaucoup de processus politiques similaires en cours en Afrique. Ce qui nous oppose à la CEDEAO, c'est le prisme simpliste d'analyse qui ne tient pas compte de notre point de vue, ni de l'aspiration profonde du peuple malien au changement et à la stabilité, ni à la complexité de la crise multidimensionnelle qui affecte le Mali depuis plus d'une décennie. Ce qui nous oppose à la CEDEAO, c'est cette volonté acharnée, sous le couvert de la préservation de l'ordre institutionnel, de certains chefs d'État, de vouloir vassaliser le peuple malien pour le compte de l'agenda caché de puissances extra-africaines, profitant du fait qu'aujourd'hui l'État malien est affaibli, ébranlé dans ses fondements et se trouve à terre pour des raisons sur lesquelles il n'est nul besoin de revenir, car suffisamment connu de tous les observateurs avisés. La transition malienne n'est pas le fruit d'une prise de pouvoir classique de la part des militaires ayant fait irruption par effraction sur la scène politique, par attrait du pouvoir. Non et non. Les jeunes officiers patriotes qui, au risque de leur vie, ont mis fin à la dérive et à l'imminence d'une situation de guerre civile, dès le lendemain du changement de régime le 18 août 2021, on dit haut et fort avoir parachevé la lutte héroïque du peuple malien. Et toujours pour le Premier ministre malien Choguel Maïga, le Mali n'est et ne sera jamais dans un affrontement avec la communauté internationale. Il précise que le gouvernement malien ne fait que défendre les intérêts de son peuple. Choguel Maïga, que nous écoutons toujours. Le Mali n'est et ne sera jamais dans une attitude belliqueuse ou d'affrontement avec la communauté internationale. Notre pays, notre gouvernement, avec à leur tête le colonel Assimi Goïta, ont décidé tout simplement d'opérer des choix stratégiques, de prendre des options courageuses et patriotiques pour restaurer la sécurité, pour restituer au peuple malien sa dignité et son honneur bafoués, à notre pays sa grandeur d'antan mise sous le boisseau par les errements du passé. Ce choix patriotique que nous assumons pleinement nous vaut aujourd'hui des menaces, des invectives, des pressions politiques et diplomatiques, économiques et financières de la part de certains partenaires qui ne conçoivent le partenariat que dans le sens de leurs intérêts exclusifs et de leur vision de l'organisation de l'État, qui estiment que c'est à eux, mais pas au peuple malien, de décider d'avoir à la tête du pays les dirigeants qu'il veut et qui font son bonheur. Pour nous, mesdames et messieurs, le partenariat, c'est l'écoute mutuelle, c'est le respect mutuel, c'est agir ensemble, c'est travailler de concert sur les objectifs communs au bénéfice mutuel de nos pays et de nos peuples respectifs. Le partenariat, pour nous, c'est la non-immixtion, la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. C'est le respect plein et entier de sa souveraineté et de son indépendance. Le partenariat, pour nous, ce n'est pas de nous donner des injonctions, des leçons, mais de se parler en faisant preuve d'écoute mutuelle pour comprendre et, si possible, prendre en compte nos préoccupations réciproques. Ces principes sacro-saints auxquels le Mali demeure fermement attaché n'ont, hélas, pas toujours été observés ni respectés ces derniers temps. Ils sont même mis à mal dans le moment présent par ceux qui se croient fondés à décider pour nous et à notre place. Quel sens donner aux décisions unilatérales d'un partenaire qui, faisant fi des accords bilatéraux vous liant, agit au mépris des accords qui astreignent les parties à l'obligation de coopération et de concertation sur les questions stratégiques et sur les choix opérationnels?
Sport, avant de nous quitter, les étalons du Burkina Faso ont été reçus aujourd'hui par le président du Faso. Il invite les étalons à plus de travail pour des victoires futures. Suivons cet extrait. Ils étaient nombreux, les Burkinabés qui ont effectué le déplacement pour dire merci aux étalons pour leur participation honorable à cette Coupe d'Afrique des Nations. Sur 24 pays à ce rendez-vous, le Burkina Faso a occupé la 4e place derrière le pays organisateur, le Cameroun, l'Égypte et le Sénégal. Le directeur de cabinet du ministère en charge des sports, chef de mission, tire un bilan positif de ce rendez-vous du football africain. Avant tout propos, je voudrais présenter toutes nos excuses au peuple burkinabé. Parce que notre ambition, c'était de ramener la coupe. C'est vrai, nous n'avons pas pu. Mais je pense qu'il faut, en toute humilité, féliciter les enfants. Féliciter les enfants pour le parcours. Vous savez, il y a 54 pays en Afrique. Nous avons pu nous qualifier pour cette phase finale, où il y a 24 pays. Et parmi ces 24 pays, nous avons pu rentrer dans le carré d'as. Quelques anciens internationaux burkinabés étaient aux côtés des jeunes au Cameroun. Jonathan Pitroapa, Madi Panade Tigiri et Moumouni Dagano félicitent l'équipe pour le travail abattu. Je pense que voilà, il faut déjà les féliciter par rapport au parcours qu'ils ont pu faire. On est une équipe en reconstruction, il faut que déjà le public soit un peu tolérant parce que je pense que notre génération, on a fait notre chemin, notre bout de chemin et on est en train de reconstruire l'équipe. Aujourd'hui, les voir atteindre ce niveau, personne ne les attendait à ce niveau, mais on est fiers de voir qu'ils ont bien représenté les couleurs du pays, même si lors du dernier match où on avait envie de gagner la médaille, on ne l'a pas eu. Aujourd'hui, on sent que voilà, il faut continuer à travailler de telle sorte que voilà, il y ait une continuité. Ce qu'on peut tirer de cette Coupe d'Afrique, c'est que nous avons fait des erreurs, certes, mais nous avons beaucoup appris. Et c'est dans les erreurs qu'on apprend. Et je pense qu'on va se préparer en essayant de corriger toutes les erreurs qu'on a commises durant cette Coupe d'Afrique et rebondir en 2023. Je veux rendre grâce parce qu'après un mois rentré au pays en bonne santé, je pense que c'est le plus important. Et la 33e Coupe d'Afrique, pour moi, je pense que ça s'est très bien passé. Parce que c'est quoi qu'il arrive, on ne va pas regarder le côté négatif, on va essayer vraiment de garder le point positif qui est très important pour nous. Comme j'ai toujours dit, c'est l'avenir qui compte. Au niveau du 12e homme, l'objectif est également atteint à cette Coupe d'Afrique des Nations, selon son président El Hadj Ousseini Tougouma. Pour y réussir d'abord, pourquoi parce que nous avons porté 5 trophées sur 7. Le meilleur supporter, c'est bien celui qui a remporté les 5 trophées sur 7. C'est une mission à voir. Plus de ça, on est allé en tout cas, il n'y a pas eu de problème. C'est bien porté, il n'y a pas eu de malade, il n'y a pas eu de discussion. Donc, je peux dire que c'est une mission. Nous sommes allés en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est une mission importante. Tous les regards sont désormais tournés vers la Côte d'Ivoire qui abritera en 2023 la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue du 23 juin au 23 juillet. Vous venez plutôt de suivre le reportage sur le bilan de la participation des étalons à la 33e édition de la CAN Cameroun 2021. Le reportage était signé Ruben Wilson Kodio. Les étalons du Burkina Faso ont été reçus par le président du Faso aujourd'hui. Il invite les étalons à plus de travail pour de victoires futures. Suivons. Quand on subit une défaite, soit on s'assoit sur la défaite, soit on se relève pour travailler pour les victoires. Donc je pense qu'il n'y a qu'une seule alternative pour vous, c'est l'alternative de vous remettre debout, c'est vous tenir et puis regarder vers comment on peut engranger des victoires futures. On va inviter nos populations à toujours
La solidarité, là, ce n'est pas seulement quand il y a des victoires. Voilà, la solidarité doit surtout se manifester quand il y a des épreuves, voilà, quand il y a des défaites. Et c'est la fin de ce savant soir que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci pour votre constante fidélité. On se donne rendez-vous demain, Dieu voulant. Portez-vous bien.